Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo après un petit mois d'absence. On commence aujourd'hui par faire le point sur tous les livres que j'ai lus cet été, c'est-à-dire depuis fin mai. Pourquoi les oiseaux meurent de Victor Pouchet, publié aux éditions Finitude. Du coup, depuis le temps, et comme j'ai eu la bonne idée de ne pas prendre de notes, j'ai un peu oublié le livre et les impressions que j'ai ressenties vraiment pendant et juste après la lecture. Mais c'est un livre qui m'a bien plu, sans que ce soit extraordinaire, mais qui m'a bien plu. En fait, ce qui se passe dans le roman, c'est que voilà, on est dans notre présent, et tout à coup, il y a à différents endroits de la France des oiseaux qui tombent morts sur le sol, et on ne sait pas pourquoi. Personne ne semble vraiment s'en inquiéter, on en parle aux infos, c'est un fait divers. Personne ne s'en inquiète vraiment, sauf le personnage principal qui est un thésard parisien, voilà, qui n'est pas vraiment très sérieux dans sa thèse et qui va décider de partir remonter la Seine afin de remonter la trace de ces morts d'oiseaux et essayer de comprendre pourquoi. C'est un roman assez original qui m'a bien plu, avec un personnage comme pas mal de romans français, par exemple dans les romans de Albert Camus, qui est un peu effacé, qui est un peu blasé, qui est un peu en retrait. Il observe, mais il n'agit pas vraiment. Ça reste un personnage touchant, qu'on apprécie de suivre, qui raconte son histoire avec une certaine délicatesse, tout en étant dans une sorte d'objectivité scientifique. Et c'est ce mélange entre les émotions du personnage, cette objectivité scientifique et son désarroi face à les situations qui rend l'écriture de l'auteur intéressante et qui fait que, selon moi, c'est un beau style d'écriture qui est très travaillé et qui colle à merveille avec cette histoire. J'avoue que j'ai déjà oublié la fin, mais je me rappelle qu'elle m'avait plu et que je la trouvais assez poétique. Et l'ensemble du roman, avec cette ambiance assez mystérieuse et en même temps complètement désabusée du « il y a des oiseaux qui meurent et alors ?» est vraiment très intéressante. Et on enchaîne avec des romans plus courts et plus pour la jeunesse. Le premier que j'ai lu, c'est Tu vois, on pense à toi de Cathy Itac qui est publié chez Siro. C'est un très court roman que l'auteur a écrit en étant inspiré par le salon Aix Libris qui se passe sur l'île d'Aix, qui est une toute petite île près de chez moi que je vous recommande vraiment parce qu'elle est vraiment très sympa. Et donc ça lui a inspiré une histoire un peu mystérieuse qui a la forme d'un échange de mails entre deux jeunes garçons qui sont des amis, qui sont partis sur l'île d'Aix en voyage de classe, et leur amie, une petite fille, j'ai oublié son nom bien entendu, qui est restée elle à l'hôpital parce qu'elle a un problème visiblement, une maladie et on ne sait pas quoi. Ils vont donc lui raconter leurs vacances. Et cet échange de mails en apparence anodin va en fait soulever d'autres questions, mais aussi d'autres mystères qu'il y a entre ces trois personnages et poser des questions aux personnages du livre mais aussi au lecteur. C'est simple, frais, rapide à lire, c'est émouvant aussi, c'est assez juste, c'est assez malin même je trouve. Je trouve que le style et l'histoire ne cassent pas trois pattes à un canard, mais dans l'ensemble c'est vraiment agréable à lire, sans doute très agréable à lire pour les enfants, et ça reste, comme je disais, très juste dans les sentiments qui sont évoqués et dans la façon dont ils sont racontés. J'essaye de rattraper mon retard avec quelques auteurs classiques de la littérature jeunesse et j'ai donc lu un Pierre Bottero, qui n'est pas ce auquel vous attendez parce que ce n'est pas une de ses trilogies fantastiques, mais j'ai lu Tour B2 de mon amour qui vient juste d'être réédité chez Flammarion Jeunesse. Alors, je vous avoue que j'ai été un peu déçu, que c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais, mais il n'empêche que c'est un bon livre qui est très bien écrit. On suit l'histoire d'un jeune de banlieue qui va rencontrer une fille qui arrive dans son collège, qui est un peu bizarre et qui forcément va devenir la risée de quelques élèves, mais il va se nouer malgré lui plutôt une amitié entre ces deux personnages qui va bien sûr se transformer en une histoire d'amour comme vous vous en doutez. Comme je disais, c'est vraiment bien écrit, c'est une langue riche avec des métaphores, etc. Et voilà, on ne peut pas reprocher à Pierre Bottero le fait qu'il écrive mal, c'est certain. Mais c'est aussi ça qui m'a dérangé d'une certaine façon, c'est que avec cette superbe plume, j'ai eu l'impression que des fois Pierre Bottero allait trop loin, qu'il allait trop dans le lyrisme et qu'il en faisait trop pour une histoire d'amour de collège. Je veux pas minimiser la puissance d'un amour qui peut exister au collège, c'est juste que pour moi c'était vraiment très lyrique et que même des fois quand on lisait certains personnages, parce qu'il y a des extraits où c'est eux qui écrivent, je trouvais ça trop lyrique, trop poussé et ça sonnait assez faux même. Ça m'a pas empêché de vraiment m'attacher au personnage, d'avoir vraiment envie de découvrir la suite, voire même de dévorer le livre, mais il y a certaines choses comme ce lyrisme, comme ce trop-plein qui m'ont dérangé. Juste avant l'été, j'ai lu un livre qui était parfait pour l'été et qui sera parfait si vous voulez
prolonger votre été, mais que vous connaissez peut-être déjà, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé plusieurs années avant, mais comme moi j'ai du retard, comme vous le savez, j'arrive maintenant. Il s'agit du roman Comment bien rater ses vacances d'Anne Persin, donc là c'est le tome 1, qui vient d'être réédité Rouergue, donc la collection de Ado, parce que le tome 4 vient de paraître. On suit l'histoire de Maxime, qui va cet été en vacances chez sa grand-mère, au Kremlin-Bicêtre, qui est près de Paris, et voilà, lui il prévoit de passer tout son temps sur son ordinateur ou à se faire gâter par sa mamie, mais les choses ne vont pas se passer comme prévu. En soi, l'histoire n'a rien d'exceptionnel, parce que voilà, c'est un été, un ado, quelque chose qui se passe pas comme prévu, une histoire de famille, des aventures du quotidien un peu rocambolesques, mais c'est vraiment super bien écrit et super bien raconté, si bien que même si ça a un côté farfelu, ben finalement on y croit vraiment, sans doute même que ça pourrait être une histoire vraie sans souci, c'est hyper drôle. L'auteur arrive, comme j'avais déjà pu le découvrir avec son roman Ma mère, le crabe et moi, à jongler entre la justesse des émotions, avec la justesse du ton du personnage qui parle et qui raconte son histoire, et avec un humour vraiment décapant qui atteint son paroxysme dans cette série-là, bien plus que dans Ma mère, le crabe et moi, qui était quand même un sujet très dur, parce qu'il s'agissait d'un livre qui traitait du cancer du sein. Et en fait, ce livre, c'est un cocktail hyper bien fait, qu'on sirote au soleil. C'est un cocktail de toutes ces émotions dont je viens de vous parler, et de toutes ces qualités qui font la qualité du livre et qui font qu'on le dévore. J'ai hâte de découvrir la suite, que je n'ai pas encore, mais que je compte bien me procurer, et je vous recommande vraiment à lire ce livre pour prolonger votre été, à n'importe quel moment de l'année, ou alors gardez-le vous pour l'été prochain. On repasse sur la rentrée littéraire 2017 avec un livre dont je vous reparlerai sans doute dans une autre vidéo. Il s'agit de Nos richesses de Kauter Haddimi, qui est publié aux éditions du Seuil. C'est l'histoire d'un éditeur très connu qui est Edmond Charlot. En fait non, il n'est pas très connu, c'est bien là la nuance, c'est qu'il n'est pas assez connu pour qui il est, parce que c'est l'éditeur, le premier éditeur de Camus, c'est aussi le premier éditeur de nombreux auteurs français qu'on connaît beaucoup aujourd'hui, mais on ne connaît pas Edmond Charlot. Il a aussi été libraire, enfin voilà, il a une vie littéraire, intellectuelle, et même tout simplement une vie assez rocambolesque et tout simplement passionnante. Ce roman, ce n'est pas sa biographie, ça reste de la fiction, mais c'est un mélange entre la biographie d'Edmond Charlot, le carnet d'Edmond Charlot, même s'il est inventé, mais aussi l'histoire de l'Algérie et l'histoire d'un personnage aujourd'hui qui va se retrouver mêlé à l'histoire de la librairie qu'a fondée Edmond Charlot. C'est un roman à l'écriture assez simple, mais qui est très entraînante, qui est très fluide et très limpide, et surtout qui arrive finalement de façon très simple et de façon très efficace à faire passer les émotions des personnages et à capturer le lecteur pour l'emmener avec lui en Algérie, dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire de la France et aussi dans l'histoire de l'édition. Amis lecteurs, amis éditeurs, amis libraires, amis tout court, n'hésitez pas à lire ce livre si l'histoire de l'édition française vous intéresse et si vous ne voulez pas un livre trop compliqué, parce que là c'est une fiction vraiment entraînante et passionnante. C'est court quand même. Regardez, c'est tout court, c'est tout petit. Attention, on repasse sur la rentrée littéraire, cette fois-ci du côté jeunesse, mais avec un gros coup de cœur. Il s'agit du nouveau roman de Suzy Nielsen, Les Optimistes meurent en premier, qui est publié chez Helium. Encore une fois, je vous en dis plus dans une prochaine vidéo, et là je vais même vous en parler longuement, mais c'est un roman que j'ai adoré, qui est du grand Suzy Nielsen. Elle va encore plus loin dans ses talents, elle arrive toujours à mêler l'émotion et l'humour avec une délicatesse, une justesse. Je suis désolé, j'utilise toujours le mot justesse, mais pour moi c'est vraiment la qualité de Suzy Nielsen. Elle arrive à mêler tout ça avec un talent que je trouve tout simplement fou, parce que c'est en apparence assez simple. C'est en l'occurrence des personnages lycéens dont on va découvrir la vie quotidienne, mais aussi les drames qui ont pu advenir dans leur vie. C'est un ensemble de thèmes qui sont mis ensemble et ça pourrait faire trop, mais elle ajoute le côté farfelu qui est propre à Suzy Nielsen, elle ajoute une pointe d'humour, elle ajoute une manière de raconter les histoires qui est toute simple, très efficace, qui est passionnante, et ça fait un roman de Suzy Nielsen au top. On continue avec la rentrée littéraire jeunesse, et cette fois-ci il s'agit de Marie et Bronia de Natacha Henry, publié aux éditions Albin Michel. Il s'agit là de la biographie romancée de Marie Curie et sa sœur, qui est bien trop peu connue, et d'ailleurs la preuve, j'ai déjà oublié son nom, c'est Bronia mais je ne sais plus son nom de famille. Et en fait l'auteur Natacha Henry est visiblement très connue, c'est une grande auteure, historienne, essayiste, notamment féministe, que moi je connais peu, mais que j'ai adoré découvrir avec ce roman pour les ados. Elle raconte l'histoire de ces deux sœurs avec une efficacité et une émotion qui sont tout simplement bluffantes. En quelques pages, bam, on est plongé dans l'histoire avec un grand H,
est dans l'histoire avec un petit H de ses deux sœurs. Et elle arrive à planter les décors, à planter les personnages, à faire des ellipses, à avancer l'histoire, à raconter les péripéties de la vie de ses deux sœurs avec une efficacité, comme je le disais, et avec une passion qui sont vraiment entraînantes. Je vous recommande très vivement ce roman pour tous les amateurs d'histoire, de science, de féminisme ou tout simplement d'une histoire de deux sœurs qui est touchante. La prochaine lecture dont je dois vous parler et qu'une fois de plus je développerai dans une autre vidéo, c'est le nouveau roman de Stéphane Servan, Sirius, qui va paraître aux éditions du Rouergue. Stéphane Servan arrive dans un genre dans lequel on ne l'attendait absolument pas, c'est-à-dire le post-apocalyptique. Mais comme c'est du Stéphane Servan, ça va pas être du post-apocalyptique comme on le connaît, mais ça va plutôt être un conte onirique avec beaucoup de poésie. On suit deux personnages qui vont devoir traverser un monde dévasté, dénué d'hommes et presque dénué d'animaux. Et ils vont se retrouver confrontés à beaucoup d'obstacles, la nature, les catastrophes, le monde dévasté, la faim, les hommes et leur cruauté, les animaux, les interrogations, le doute, la peur. C'est un roman dont j'ai vraiment hâte de vous parler plus longuement parce qu'il m'a profondément secoué, il m'a ému, il m'a interrogé, il parle d'environnement, il parle d'écologie, il parle de fin du monde, il parle du ciel, des animaux et de l'humanité, il parle de relations entre frères et sœurs et de relations entre les hommes. Il aborde énormément de choses avec à la fois une grande poésie et une grande complexité parce que ça pose beaucoup de questions importantes et à la fois avec une grande simplicité parce que ça reste un roman post-apocalyptique, c'est-à-dire un roman avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de contemplation aussi et avec un rythme haletant. J'avais à la fois envie d'avaler les pages pour vite savoir la suite et la fin et en même temps j'avais envie de m'arrêter, de contempler ce monde dévasté et douloureux et de profiter des mots de Stéphane Servan qui sont toujours aussi poétiques et savamment choisis et sculptés. C'est vraiment pour moi le roman de la rentrée littéraire, en tout cas jeunesse si ce n'est rentrée littéraire tout court. J'ai enchaîné sur un autre roman qui sort bientôt, il s'agit des Pluies tome 2 de Vincent Villeminot. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais l'année dernière j'avais adoré le tome 1 et ce tome 2, j'avoue n'est pas totalement à la hauteur du premier tome même si la fin le rattrape vraiment. Pendant toute la première partie du roman, le rythme est haletant et on est vraiment happé dans l'histoire, mais en même temps, en fait, il se passe rien. Il y a des réponses qu'on attend, il y a des personnages qu'on attend de retrouver, il y a des choses, on se demande comment ça va se passer, et on a l'impression que tout le reste, c'est juste pour meubler les 100 ou 150 premières pages afin d'arriver à ce qu'on attend vraiment. Du coup, c'était à la fois entraînant et dérangeant, et ça m'a un peu déçu parce que je ne retrouvais pas l'univers original du premier tome entre post-apocalyptique, piraterie, monde submergé par les eaux, etc. Et je retrouvais pas non plus l'inventivité de la narration de Vincent Villeminot que j'avais adoré dans le premier tome. Finalement, à partir d'un certain moment, les choses se débloquent, on se retrouve happé dans une histoire au rythme qui est tout simplement étouffant, et on dévore les pages les unes à la suite des autres et on tremble pour les personnages, qui fait qu'on termine l'histoire juste tremblant et tout simplement bluffé. Mais le début m'a quand même un peu déçu. Les personnages sont parfois un peu flous et un peu effacés, ce qui est dommage parce que des personnalités fortes et bien ciselées auraient donné au roman une force supplémentaire. Ça reste une belle histoire et ça nous amène surtout à une fin très juste, exactement la fin qu'il fallait il me semble, et très poétique. J'ai enchaîné avec un autre livre dont tout le monde parle depuis longtemps et que je n'avais toujours pas lu. Il s'agit de J'ai avalé un arc-en-ciel d'Erwan J qui est publié aux éditions Nathan. On va suivre le personnage de Capucine qui écrit un blog et qui va nous raconter son année. Elle nous fait découvrir ce lycée américain et tout ce qui s'y passe et vous pouvez me croire, il se passe beaucoup de choses qui sont tout simplement ouf. Et puis elle nous raconte ses histoires d'amitié, ses histoires d'amour et petit à petit un petit peu des choses de son passé qu'elle cache au début du roman. C'était vraiment le roman feel good qu'il me fallait pour lire sur la plage parce qu'on s'attache beaucoup au personnage de Capucine. Et c'est assez étonnant parce qu'au début j'étais vraiment très dérouté par le fait qu'elle parlait, qu'elle écrivait sur son blog en décrivant beaucoup, en parlant beaucoup des autres, en expliquant ce qui se passait et en restant un peu à retrait par rapport à ses émotions. Mais là où il me semble que l'auteur est fort, c'est que petit à petit, on arrive à dresser nous-mêmes le portrait de Capucine et ses émotions, et peut-être même d'ailleurs qu'on y insuffle un peu nos propres émotions parce qu'on s'attache et on s'identifie tellement à elle qu'il se passe ce sentiment d'identification et d'émotion. Vous m'avez suivi.
L'histoire a en plus son petit lot de surprises qui amènent des réflexions sur l'amour, sur le fait de grandir bien sûr, sur la tolérance aussi. Voilà, des thèmes finalement assez attendus dans un roman pour ados, mais qui sont ici traités sans grandiloquence, juste comme il faut, si bien qu'ils vont être vraiment touchants sans jamais en faire trop. Une très belle surprise que ce roman, même si j'en avais déjà entendu beaucoup de bien, qui a su m'émouvoir, m'emporter parce que je l'ai dévoré sur la plage. Et j'ai hâte de découvrir ce qu'Erwanji va écrire après parce que c'était son premier roman et c'est très prometteur. Je repars sur la rentrée littéraire jeunesse avec La Fourmi Rouge qui est publié chez Sarbacane fin août. Cette fois-ci pour ce roman je suis un peu partagé entre deux choses. À la fois je trouve le ton qu'adopte l'auteur qui est rocambolesque, plein d'humour, bourré de petites notes d'humour que le personnage insuffle dans sa façon de raconter l'histoire. Ça a un côté vraiment déjanté et farfelu et l'auteur arrive à tenir le rythme tout le long du roman sans que ça ne s'essouffle jamais, ce qui est assez fort. Et à la fois à côté, il y a les petits défauts qui rebalancent un peu du côté mitigé de mon avis. Ce côté déjanté, des fois c'est presque trop, même si l'auteur arrive vraiment bien à tenir le rythme. Il y a certains personnages, même si bon là c'est fait exprès, notamment le personnage principal, qui sont très énervants et on a envie de leur foutre des claques. Et en plus, après avoir lu Suzy Nielsen, j'avais justement l'impression que La Fourmi Rouge c'était du Suzy Nielsen, mais vraiment toute la recette. Les sentiments, l'émotion, l'humour, le côté un peu farfelu, les personnages un peu cassés et tordus, mais qui va leur arriver des belles choses tout en nous révélant leur passé, etc. Et un peu en dessous de Suzy Nielsen. J'ai pas pu m'empêcher de faire la comparaison parce que c'est vraiment le même genre. Si vous aimez Suzy Nielsen, vous allez aimer La Fourmi Rouge. Si vous aimez La Fourmi Rouge, vous allez adorer Suzy Nielsen. Et je ne peux rien dire d'autre en fait. Par contre, c'est le premier roman de l'auteur, il me semble. C'est très prometteur et ça reste très drôle, très divertissant et encore une fois parfait pour la plage. Et je termine ma vidéo sur une bande dessinée qui est parue il y a peu aux éditions Glénat. Il s'agit des Bergères guerrières de Jonathan Garnier et Amélie Fléché. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Amélie Fléché c'est l'auteur et l'illustratrice de la BD L'Homme Montagne que j'avais tout simplement adoré, qui était un conte onirique magnifiquement écrit et dessiné et j'étais donc très enthousiaste à l'idée de découvrir la nouvelle BD illustrée par Amélie Fléché. Déjà on est dans un univers super cool, donc dans un monde fantastique, et en fait tous les hommes sont partis à la guerre et il reste principalement des femmes et des jeunes filles. Les femmes ont décidé de s'organiser et de fonder un ordre qui est celui des bergères guerrières afin de défendre et d'organiser le village. On suit de jeunes personnages qui vont faire l'apprentissage pour découvrir l'ordre des bergères guerrières et en devenir. Et c'est tout simplement vraiment cool en fait, il n'y a pas d'autre mot. D'abord vous aurez noté le côté féministe de l'histoire et de la bande dessinée, mais qui est vraiment en toile de fond, qui reste une petite touche, un bonus, un truc super cool qui est amené avec intelligence et qui n'est pas du tout le sujet de la BD. Ensuite c'est un univers fantastique qui casse pas trois pattes à un canard, mais qui est quand même original, qui est quand même intéressant et que j'ai trouvé vraiment super bien développé par les auteurs et surtout super bien mis en image. Et puis ça mène vers une aventure qui je pense va être rocambolesque, puisque là c'est le premier tome, et qui est très prometteuse. Du côté de l'histoire et de la scénarisation, j'ai bien aimé l'histoire. Après j'ai trouvé la façon dont elle a été racontée, la scénarisation et la façon dont elle était écrite assez classique, peu surprenante, parfois un peu tâtonnante. Je ne sais pas si Jonathan Garnier est un jeune scénariste de BD, mais voilà, je trouvais qu'il y avait encore quelques maladresses et que c'était pas aussi original et aussi fluide et malin que la façon dont Amélie Fléché avait raconté L'Homme Montagne. Ça reste bien rythmé et je trouve que c'était de mieux en mieux, et surtout il faut pas oublier que c'est un premier tome qui pose vraiment les bases de l'histoire et de l'univers, et je pense que les tomes suivants risquent d'être beaucoup plus intéressants. Par contre, au niveau des images, je suis tout simplement fan. J'avais peur que ça colle pas vraiment à une aventure comme celle-ci, et en fait si, parce qu'elle a aussi, en plus de son talent pour raconter un conte onirique comme L'Homme Montagne, un talent pour croquer les personnages, qui avait dans cette BD-là un côté un peu cartoonesque, un peu manga aussi, ils avaient des expressions, enfin ils étaient très expressifs en fait, et c'était très plaisant, très drôle. Du coup elle arrivait à faire transparaître avec beaucoup de facilité et avec beaucoup de vivacité les expressions des personnages, mais elle garde une petite touche, elle garde sa petite touche en fait, et le duo Jonathan Garnier-Amélie Fléché marche il me semble très bien. Pour résumer, si vous ne deviez en retenir que 4, il faudrait bien entendu acheter Comment bien rater ses vacances d'Anne Persin, qui est le roman parfait pour l'été et pour rigoler.
Marie et Bronia, un roman de la rentrée littéraire jeunesse qui nous apprend beaucoup de choses tout en étant passionnant. Le superbe nouveau roman de Susie Nielsen, Les optimistes meurent en premier, publié chez Helium, parce qu'elle arrive toujours aussi bien avec une grande délicatesse à mêler l'humour et l'émotion. Et le sublime nouveau roman de Stéphane Servan, Sirius. Je suis ravi d'être de retour sur la chaîne, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, notamment autour de la rentrée littéraire. J'espère que vous avez passé un bel été, n'hésitez pas à me parler de votre été et de vos dernières lectures en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles lectures et de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.